C'est pour cela que j'avais donné, faut-il qu'il le fasse j'avais donné le conseil devant le vote de au confiance. Premier ministre de prendre ses responsabilités à Matignon en évitant de se situer dans la dépendance du président de la République, en évitant de se placer sous l'égide du président de la République, dont la politique a échoué. Et c'est pour cela que je crois que le premier devoir du Premier ministre... Vous lui avez dit de manière assez peu élégante, puisque vous avez dit qu'il ne fallait pas qu'il soit le toutou, je vous cite, qu'il soit le gentil toutou du président de la République. C'est parfaitement élégant dans la mesure où c'est parfaitement compréhensible. Il ne l'a pas très bien pris. Il l'a relativement bien pris, contrairement à ce qu'on dit. Mes confrères du Canard enchaîné disent qu'il l'a plutôt mal pris et que d'ailleurs vous vous êtes excusé. Et c'est un mensonge. Il n'y a vous pas ne vous eu êtes pas excusé? Non. Ça fait 2 semaines qu'il y a un Premier ministre nommé, Sébastien Lecornu, mais toujours rien. Pas de début de gouvernement, pas de début de budget, pas de contour même pour des alliances politiques. Et cette question de la taxe des plus riches et d'un éventuel retour de l'ISF. Est-ce que vous êtes favorable, Dominique de Villepin, au retour de l'ISF ? D'abord un mot sur l'action du Premier ministre. Il s'efforce de dégager les bases de ce qui pourrait être une majorité de projets pour les prochains mois jusqu'à l'échéance présidentielle. On ne peut pas le critiquer sur le fait de recevoir les partenaires sociaux, les forces politiques, de façon à essayer d'élargir le plus possible ce qui pourrait ressembler à presque une majorité. Donc il a raison de prendre le temps. Il a raison de prendre le temps, cela n'interdit pas d'expliquer aux Français la règle du jeu, ce qu'ils cherchent. Et on voit bien, à travers la deuxième question, qu'il y a en France un problème de justice sociale. Et depuis 2017, le choix qui a été fait, c'est celui du développement de l'activité, en pariant sur une politique de l'offre qui était censée, au bout du chemin, apporter aux Français davantage de justice sociale par le ruissellement. Les promesses qui devaient être celles de la politique de l'offre n'ont pas été tenues. Vous dites du ruissellement que c'est une chimère. C'est une chimère dans la mesure où la promesse existe, elle a été renouvelée tout au long des années et on n'a pas vu le résultat. On n'a même pas vu les conditions posées à cette politique. On aurait pu imaginer que dans les différentes périodes, et en particulier dans la période du quoi qu'il en coûte, cela s'accompagne d'un certain nombre d'obligations, de conditions qui auraient peut-être permis de mesurer la traduction pour les Français du bénéfice de ces aides. On l'a vu avec la commission sénatoriale, ces aides ont été données le plus souvent sans contrepartie. D'où le sentiment de beaucoup de Français d'une frustration et d'un angle mort de notre fiscalité sur les plus riches. 1800 personnes, 500 grandes fortunes qui auraient considérablement accru leur patrimoine au fil des années. Qui auraient ou qui ont ? Qui ont multiplié par 5, par 6. Et c'est dire, quand on pense à presque une majorité des Français, qui eux sont entre 1 SMIC et 2 SMIC, eh bien là, il y a une souffrance sociale dans une mondialisation qui ne joue plus en faveur. Mais je vous repose la question très concrètement, puisque c'est la question qui est en train de se poser aujourd'hui, celle éventuellement d'une taxe Zuckman, mais plus vraisemblablement d'un retour de l'ISF. Est-ce que vous, Dominique de Villepin, vous dites ce matin, oui, il faut rétablir l'ISF ? Je suis en faveur d'une contribution des plus riches. Et je suis pour qu'on sorte des vaches sacrées, des discours théologiques. On voit aujourd'hui Gabriel Zuckman pris à partie, c'est un économiste, il fait une proposition au gouvernement avec les partenaires sociaux, d'être capable, et les forces politiques, d'être capable de faire l'offre qui sera à la fois la plus juste en matière sociale, et en même temps qui préservera l'efficacité économique. Il ne s'agit pas d'aller tuer les entreprises. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire il faut prendre en compte la situation. L'assiette ne doit pas prendre en compte, par exemple, la valorisation boursière d'une entreprise ? L'assiette doit prendre en compte la situation des entreprises en croissance. On évoque toujours le cas de Mistral, qui n'a pas encore d'argent dans les caisses et qui serait ponctionné pour un argent qu'il n'a pas. Donc ça, ce serait une faute ? Prenons en compte ces situations, faisons en sorte d'avoir la contribution la plus juste pour les plus riches,
pour les plus grandes entreprises qui ont fait des profits considérables au cours des dernières années. Vous savez, la justice sociale, c'est un point de départ dans notre société. Oui, mais Et Dominique de aujourd'hui, Villepin, on la voit bien que la défiance vis-à-vis de la politique, la défiance vis-à-vis du système, eh bien, elle repose d'abord sur cette frustration. On va y revenir très précisément, mais j'aimerais une réponse la plus concrète possible. Le débat, ça fait 3 semaines désormais qu'il a lieu autour de cette taxe Zuckman et désormais de la question d'un retour ou non de l'ISF. C'est pas exactement la même assiette, c'est pas exactement les mêmes profils. Vous parliez des 1800 contributeurs les plus élevés, les plus riches de ce pays. Ça, c'est la taxe Zuckman. L'ISF, c'est une assiette plus large, telle qu'elle était jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Laquelle de ces deux options a votre faveur ? Les deux, mon général, mais les deux repensés, adaptés à la situation de l'économie française et avec le souci de la justice sociale. Une fois de plus, pas de théologie. On s'écharpe. Et aujourd'hui, on voit les entreprises qui veulent se mobiliser. Oui, il y a même une mobilisation des patrons annoncée le 13 octobre. Dans un pays où l'incompréhension vis-à-vis des entreprises a très souvent existé. Et je le dis aux patrons, ne vous placez pas en situation d'opposition frontale par rapport au monde du travail. Il faut au contraire réconcilier ces deux mondes. Ils se trompent. Pour vous, il ne faut pas qu'ils se mobilisent, les patrons, il faut qu'ils acceptent de participer. Et qu'ils fassent des propositions qui permettent à la fois d'avoir une contribution des plus riches, dès lors qu'une partie de ces grandes fortunes échappe à l'impôt proportionnel qui devrait être le leur, et faisons en sorte, si la situation est difficile, si l'on estime qu'il faut par ailleurs une contribution du type de l'impôt sur la fortune, faisons en sorte de tirer les leçons de cet impôt que nous connaissons bien, puisqu'il a duré pendant des années, pour l'adapter. Ça veut dire quoi, l'adapter ? L'adapter, prendre en compte les excès qui a pu exister. C'était quoi les excès ? Frapper les patrimoines au-dessus d'1 million d'euros, 1,6 million. Vous voulez dire que la limite est-ce que était c'est trop la basse ? bonne fourchette, en prenant en compte par ailleurs la résidence principale ? Taillons à travers le dialogue social, ce qui serait le meilleur outil dans le premier cas concernant l'impôt sur la fortune, et faisons en sorte que les contributions des plus riches et des plus grandes fortunes soient aussi mises à contribution. Donc, il faut avec les deux. le souci, une fois de plus, le souci de l'efficacité économique. Il ne s'agit pas, pour notre pays, d'arbitrer entre la rigueur budgétaire, qui deviendrait alors l'objectif principal, en oubliant l'efficacité économique, en oubliant les investissements d'avenir, parce que dans ce cas-là, nous serions amenés à payer beaucoup plus cher le redressement financier de la France. Oui, mais c'est ce que disent les patrons. C'est-à-dire qu'ils disent, si on applique ce que vous commencez à évoquer comme taxe, ils disent, nous pourrions partir ou devoir vendre nos entreprises. Ce n'est pas un travail simple. Ça ne se règle pas sur les plateaux de télévision. La politique, c'est fait pour ça. C'est fait pour établir des concertations, pour travailler et essayer d'optimiser la réponse. On voit bien que ça ne marche pas en ce moment. Il faut à la fois. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il faut à la fois apaiser notre pays. Et il y a deux grands motifs qui justifient la colère sociale. Le premier, c'est le sentiment d'injustice. Le deuxième, c'est les occasions ratées, comme on l'a vu à travers la réforme des retraites et le conclave. Je regrette pour ma part que le patronat n'ait pas saisi l'occasion pour faire un geste dans le domaine de la pénibilité qui aurait permis de retrouver une unité nationale et sociale. Il y a cette question des taxes, il y a cette question justement de la suspension de la réforme des retraites. Apaiser, il faut un geste. Concernant la pénibilité, nous avons vu que la CFDT était prête à signer au sortir du conclave si ce geste avait été fait. Mais désormais, la CFDT demande la suspension de la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut suspendre la réforme des retraites ? C'est le travail de M. Lecornu que de réunir l'ensemble des partenaires sociaux et d'aboutir sur cette question. Et il doit également prendre en compte une exigence, parce que on n'évite pas, on ne peut pas contourner cette deuxième exigence. Il faut gouverner. Il faut apaiser et diriger. Il faut gouverner. Et donc, que le Premier ministre prenne ses responsabilités. Je veux bien croire qu'il est le Premier ministre le plus faible de la Ve République, mais il n'empêche que l'honneur d'un gouvernement et d'un Premier ministre, c'est de gouverner. Alors, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne le temps, mais qu'en même temps, à un moment, il y aille. Qu'il prenne ses responsabilités devant les Français. Et ça veut dire quoi, gouverner ? Ça veut dire, est-ce que, par exemple, vous dites qu'il faut absolument qu'il fasse un discours de... Ça veut dire faire un budget. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse un discours de confiance. On sait que le grand discours de politique générale n'est pas obligatoire, c'est une et c'est pour cela que j'avais donné, faut-il qu'il le fasse, j'avais donné le conseil devant le vote de au confiance. Premier ministre de prendre ses responsabilités à Matignon
en évitant de se situer dans la dépendance du président de la République, en évitant de se placer sous l'égide du président de la République, dont la politique a échoué. Et c'est pour cela que je crois que le premier devoir du Premier ministre... Vous lui avez dit de manière assez peu élégante, puisque vous avez dit qu'il ne fallait pas qu'il soit le toutou, je vous cite, qu'il soit élégant. Le gentil toutou du président de la République. C'est parfaitement élégant dans la mesure où c'est parfaitement compréhensible. Il ne l'a pas très bien pris. Il l'a relativement bien pris, contrairement à ce qu'on dit. Mes confrères du Canard enchaîné disent qu'il l'a plutôt mal pris et que d'ailleurs vous vous êtes excusé. Et c'est un mensonge. Vous ne vous êtes pas excusé? Non, et il n'y a pas eu d'appel téléphonique parce qu'il a, je crois, parfaitement compris, et l'échange de textos entre nous le montre, parfaitement compris la démarche qui est la mienne. Il vous a dit, je ne comprends pas ce mépris de classe parce que je ne suis pas issu de l'ENA. Le toutou, c'est le collaborateur qui a été nommé Premier ministre. Ce n'est pas la formule, et je tiens à la disposition de qui le souhaite. Et en tout cas, M. Lecornu peut publier l'échange de textos. Ça n'a que peu d'intérêt aujourd'hui, mais il peut publier cet échange de textos qui clarifiera les choses et qui montrera que le Canard enchaîné n'est pas toujours bien informé. Donc le Canard enchaîné a tout faux. A tout faux. A tout faux. A tout faux. Vous ne vous êtes pas excusé et vous considérez que c'est pas méchant de dire tout. Il n'y a pas eu d'appel téléphonique. Et je une fois de plus, la métaphore peut paraître familière, mais elle est juste. Monsieur Barnier ne s'est pas émancipé de la politique de M. Macron. M. Bayrou ne s'est pas émancipé de la politique de M. Macron, pas plus que tous les premiers ministres successifs depuis 2017. Nous sommes aujourd'hui dans l'impasse. Il faut une autre politique. Et c'est ça la responsabilité et l'honneur. Je vous repose la question, faut-il qu'il demande un vote de confiance? Même s'il y a un gros risque qu'il ne l'obtienne pas. Je le souhaite d'autant plus que je le dis depuis une longue période. Depuis 2022, ce qui a été cassé dans la Ve République, c'est le fait que le Premier ministre n'a pas choisi de se donner les moyens de créer les conditions d'une majorité. C'est pour cela que cela peut prendre du temps, des semaines, parfois des mois chez nos voisins, mais au bout du compte, il faut avoir un gouvernement qui a au moins l'accord des forces politiques pour faire un certain nombre de réformes et donc pour accompagner le programme du gouvernement sur une période donnée. Je crois que ce travail est indispensable. Vous avez